Bonjour à tous. À partir d'aujourd'hui, la nouvelle année scolaire qui commence, elle commence avec une nouveauté. L'ABA a été interdit sur tout le territoire français, dans tous les établissements scolaires publics. Donc l'ABA et le CAMI a été prohibé dans les salles de classe. Alors c'est une question qui fait couler énormément d'encre à l'étranger. Donc l'ABA, le CAMI, beaucoup de journalistes à l'étranger se demandent d'où vient cette décision française. Alors le gouvernement nous parle d'une décision au nom de la laïcité, mais c'est une décision qui n'est pas forcément comprise à l'étranger parce que on parle de l'ABA comme d'une tenue vestimentaire qui n'est pas forcément liée à un signe religieux, mais dans tous les cas, tout porte à croire que donc le port de l'ABA sera un des sujets brûlants qui va polariser la société française ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'interpréter, d'analyser ce sujet, ainsi que de se demander pourquoi est-ce que donc le gouvernement, le président de la République ont décidé de mettre en place maintenant cette interdiction qui pourrait paraître, et d'ailleurs qui paraît aux yeux de certains journalistes étrangers, comme une mesurette, une espèce de mesure de substitution. Parce qu'effectivement, quand on analyse les soucis de l'école française, on se rend bien compte que c'est pas forcément les tenues vestimentaires qui sont les soucis les plus brûlants. Les soucis de violence, les soucis de drogue, les soucis du décrochage scolaire, le manque de profs, le problème des établissements donc des bâtiments, l'harcèlement scolaire. Donc les problèmes, il y en a vraiment beaucoup. L'école française traverse une crise et c'est pas un sujet nouveau. Cette crise s'aggrave et cette crise est vue également à l'étranger. Donc l'ABA, une tenue vestimentaire, paraît ne pas être la priorité du moment pour améliorer les conditions de vie des élèves ainsi que des enseignants. Mais analysons un instant cette décision d'interdire l'ABA dans les écoles françaises. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence directe? Eh bien, en fait, ce seront les profs qui seront en première ligne. Et c'est ça qui est à craindre, parce que selon la nouvelle réglementation qui entre en vigueur aujourd'hui, donc une élève qui porte l'ABA ou un élève qui porte le CAMI aura tout de même le droit de franchir la grille scolaire, donc d'entrer dans l'enceinte de l'établissement, sauf qu'il ne pourra pas entrer dans la salle de classe. Donc à partir de là, donc s'il se retrouve dans l'établissement portant l'ABA donc pour une fille et le CAMI pour un garçon, il y aura une équipe vraisemblablement composée d'enseignants ou de personnes représentant la vie scolaire, le rectorat, qui devra expliquer la règle à ses élèves. Si ça n'aboutit pas, les parents devront être convoqués et si ça n'aboutit toujours pas, pourra être convoqué un conseil de discipline qui pourra suspendre l'élève dans ses droits. Mais dans les faits, est-ce que ce sera réellement le cas? Parce que quand on voit les soucis qu'il y a à l'école, et moi aussi en tant que journaliste, je discute avec énormément d'enseignants, on me dit que le souci principal, c'est que l'enseignant, quand il y a un souci, il est laissé seul face à ce souci, qu'il n'y a aucun soutien, ni de la part de la hiérarchie, ni de la part des rectorats, et d'autant plus ni de la part du gouvernement. Donc, est-ce que cette décision d'interdire l'ABA, le CAMI à l'école, ne va pas retomber sur les enseignants qui vont se retrouver entre le marteau et l'enclume, donc entre le rectorat, le gouvernement, les réglementations appliquées, et un groupe de parents qui ne sera pas content de ces décisions, et des élèves qui feront pour beaucoup de la provoque, parce que cette tenue vestimentaire est considérée comme un élément marqueur d'une subculture par beaucoup d'élèves. Donc effectivement, aujourd'hui, l'ABA, le CAMI est considéré comme un vêtement religieux au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite principalement, au Maghreb aussi dans une certaine mesure, mais pour beaucoup d'élèves, puisque c'est interdit, se vêtir de l'ABA sera juste une façon de faire de la provoque, de défier l'autorité. Et c'est à ça que les enseignants, mis à part les autres soucis qu'ils ont à gérer, devront faire face. Et donc la question est, quel sera réellement le niveau de soutien sur lequel ils pourront compter? Et quand on voit les soucis passer, on voit clairement que les enseignants ne peuvent pas compter sur le soutien de la hiérarchie, ne peuvent pas compter sur le soutien de quiconque qui se retrouve tout simplement tout seul face aux soucis.
Mais ce qui est aussi à craindre, c'est que cette interdiction de la BA et du CAMI sera peut-être un élément déclencheur d'une nouvelle guerre idéologique en France. Une guerre idéologique comme celle à laquelle nous avons assisté fin de l'année 2020. Et rappelons les faits. Le président de la République, avec son gouvernement, ont soumis au Parlement tout un ensemble de textes de loi visant à lutter contre l'islamisme en France. Quelques semaines après, on a eu à faire face à un événement vraiment tragique, la mort de l'enseignant Samuel Paty. Mais que s'est-il passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'enseignant a tout simplement, en cours d'éducation civique, présenté une caricature de Charlie Hebdo, que les choses ont dégénéré parce qu'il y a eu donc une campagne de haine contre lui propagée sur Internet, apparemment donc provoquée par certains parents et donc certains groupes radicaux. Et cette campagne de haine sur Internet a mené à sa mort, à un meurtre absolument terrible et un véritable crime de haine. Mais beaucoup de témoins, beaucoup de commentateurs ont bien fait valoir le souci auquel il a dû faire face, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément eu le soutien adéquat de la part de sa hiérarchie. Il s'est retrouvé seul face à ce problème, il s'est retrouvé seul à gérer ce problème. Et à partir de là, il y a eu une guerre idéologique en France, mais qui a dépassé les frontières françaises, puisque le président de la République a estimé que le droit de créer, de publier, de caricaturer était un droit fondamental, faisait partie de la liberté d'expression. Donc c'est une déclaration qui a indigné une partie du monde musulman, et on est arrivé dans une guerre idéologique à laquelle ont pris part même des dirigeants d'État tels que Recep Tayyip Erdogan. Et cette guerre idéologique a même servi de prétexte à certains États de durcir le ton, voire à pousser à l'escalade dans les relations avec la France. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas de nouveau au seuil d'une nouvelle guerre idéologique, une guerre idéologique qui n'apportera pas grand-chose? Parce que, est-ce que l'interdiction de l'ABA changera quoi que ce soit à l'école? On peut se poser la question. Alors, on nous parle de défendre l'État laïque. C'est une très noble cause, mais il faut se poser la question de savoir si l'État laïque tel qu'on le présente, tel qu'on veut le défendre, est encore en mesure de fonctionner dans le monde d'aujourd'hui, parce que l'impression qu'on a, c'est qu'effectivement, donc l'école paraît assez démunie face au communautarisme, face à la violence, face à tous les soucis, toutes les pathologies auxquelles elle doit faire face. Et aujourd'hui, c'est les enseignants qui gèrent tout ça. Donc, est-ce qu'une interdiction telle que l'interdiction de l'ABA changera quoi que ce soit? On peut même se poser la question si cette interdiction ne restera pas lettre morte, voire inapplicable, inappliquée dans beaucoup d'établissements, où les enseignants se retrouveront seuls contre des groupes de parents mécontents, voire des communautés qui peut-être déclencheront des campagnes de haine. Est-ce que dans ce cas-là, ces enseignants, est-ce qu'ils seront protégés? Est-ce qu'ils seront secondés par l'État? On peut se poser la question. Donc, quel est l'intérêt de cette décision? Tout porte à croire que finalement, c'est une décision très politique. Très politique, et quand on observe cette décision, on peut même se demander s'il ne s'agit pas plutôt de créer un sujet de substitution qui redirigerait le débat en France sur d'autres sujets que le pouvoir d'achat, par exemple, les soucis, les prix des énergies, la crise sociale qui dure toujours. Est-ce que ce serait pas une façon de créer un nouveau sujet de substitution pour essayer d'amortir un peu tous ces débats qui peuvent pousser à une nouvelle crise sociale? Rappelons-le, le 13 octobre de cette année, il y a une manifestation déjà de prévue, d'annoncée par les syndicats, donc contre la baisse du pouvoir d'achat. Donc, est-ce que l'ABA, le port de l'ABA, l'interdiction de l'ABA n'est pas un sujet de substitution qui doit servir justement à détourner les regards, qui doit servir à détourner les pensées, les attentions des réels problèmes socio-économiques que la France traverse aujourd'hui? Maintenant, on peut se demander aussi si c'est pas une décision politique plus qu'autre chose, au sens où le président de la République et donc sa majorité Renaissance ainsi que son gouvernement cherchent à avoir la majorité absolue au Parlement. On sait les problèmes que les dirigeants ont eus au début de cette année avec la mise en place de la réforme de la retraite. Ce qui a manqué, c'est la majorité absolue au Parlement, ce qui a fait qu'ils ont dû utiliser le 49.3.
Cela a aggravé la situation. On a bien vu que ça a poussé aux manifestations. Donc, effectivement, c'est une solution, une possibilité légale, mais considérée comme antidémocratique par beaucoup. Pour éviter d'avoir le 49.3 à appliquer, il serait certainement plus facile de gouverner en ayant la majorité absolue au Parlement, chose qu'aujourd'hui le gouvernement n'a pas. Donc, est-ce que la méthode qui a été employée pour chercher la majorité à droite, justement, n'est pas d'interdire l'ABA comme un gage donné au centre droit, aux républicains, voire d'autres groupements de droite pour qu'ils soutiennent le gouvernement et son action. On sait que plusieurs réformes sont prévues dans ces prochains temps, notamment une réforme visant à réformer le marché du travail, d'autres réformes. Pour tout cela, il faudra avoir une majorité au Parlement si le gouvernement ne veut pas avoir recours au 49.3, et également pour faire voter son budget pour l'année suivante. Pour ne pas avoir à recourir au 49.3, le gouvernement devra trouver une majorité au Parlement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le sujet de l'ABA, du Camil, n'est pas une façon de chercher une majorité absolue qui pourrait reposer aussi sur certains groupes se trouvant au centre droit ou à droite de l'échiquier politique? Est-ce que, enfin, le fait de parler maintenant de l'ABA, de mettre ce sujet sur la table, est-ce que c'est pas aussi une façon de s'inscrire dans le débat concernant le futur proche et plus lointain de la droite française, puisqu'on se rend parfaitement compte que c'est la droite française qui prendra probablement le pouvoir après Emmanuel Macron en France. Ça paraît assez logique, la gauche ne semble pas avoir de candidat réel. Donc, est-ce que c'est pas une façon déjà d'essayer de positionner des candidats, des politiciens, de créer des alliances, de créer une façon de penser commune pour justement pouvoir se positionner en 2027? La question se pose. Mais tout ça nous amène à penser qu'effectivement nous avons affaire à un sujet de substitution qui peut être très lourd de conséquences pour les enseignants, pour les établissements scolaires qui sont déjà en grande difficulté. C'est aussi un sujet qui peut mener en France à une nouvelle guerre idéologique, guerre dont on n'a pas besoin. Et si l'on revient à la guerre idéologique qui a été déclenchée en septembre 2020, donc le président de la République avait déclaré à l'époque qu'il soutenait le droit de créer les caricatures de Charlie Hebdo parce qu'il estimait que le droit de créer, de publier, était une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression. Mais 2 mois après, son gouvernement, sa majorité parlementaire présente un projet de loi visant à interdire la possibilité de filmer les agents de police lors de l'exécution de leurs fonctions. Donc décision qui avait choqué à l'époque la plupart des Français et qui avait même amené pour la première fois depuis des années à créer un collectif de tous les médias qui ont fait front commun contre cette loi. Parce que si on interdisait la possibilité de filmer les agents de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, comment pourrait-on mettre à jour les abus? Donc d'une part, on parle de la liberté d'expression en parlant des caricatures et de la liberté de créer et de publier, mais d'autre part, on essaie de faire passer des lois qui interdisent de filmer des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Donc ce discours paraît quelque peu vidé de son contenu. Donc on peut se demander aujourd'hui également quelle est la véritable cause de cette décision, quels en seront les aboutissants, parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce sera l'école, les employés de l'école, les enseignants, et tous ceux qui s'occupent d'enseigner, de gérer les écoles, qui auront à faire face aux conflits potentiels, on peut penser qu'il y en aura même beaucoup, concernant l'interdiction de l'ABA. Et qu'en restera-t-il dans quelques mois? On peut estimer qu'il ne restera peut-être pas grand-chose, puisque si l'on voit ce qui reste de ce grand projet de loi qui devait faire face contre l'islamisation de la France, mais on voit qu'il ne reste pas grand-chose de tout ce texte de loi qui devait être voté, tout comme cette loi immigration qui devait être votée et qui apparemment pose un problème au président de la République parce qu'il n'arrive pas à trouver de coalition, de majorité au Parlement. Donc on peut supposer que d'une part, cette mesure ne sera pas appliquée dans un certain nombre d'établissements, ça paraît assez certain, et d'autre part,
dans quelques temps, il n'en restera pas grand-chose puisqu'on passera à autre chose en France. En France, on a une crise sociale, socio-économique, où finalement les crises s'enchaînent l'une après l'autre. Et la question qui conviendrait de se poser également, c'est est-ce que cette interdiction de la BA, du Camis, ne va pas engendrer une nouvelle crise et une nouvelle crise qui ne sera profitable à personne. Donc l'école française aujourd'hui a besoin de changement, ça c'est certain. Elle a besoin d'une grande réforme, elle a besoin de financement, elle a besoin d'être soutenue. Il y a besoin de véritables réformes, de changements dans l'institution éducative française, c'est certain. Mais c'est pas une mesure que l'on peut qualifier de mesurette qui changera les choses dans le multimum de soucis de l'école française d'aujourd'hui. Maintenant, il faut aussi voir que c'est peut-être aussi un souci d'approche qu'on a, parce que nous avons des parents qui ont des exigences assez poussées vis-à-vis de l'école, mais les exigences sont à sens unique, parce que finalement ils se dédouanent, et aujourd'hui c'est à l'école de faire face à elle seule vis-à-vis des problèmes, et les parents accusent les enseignants de tout et n'importe quoi sans se poser les bonnes questions. Moi, je peux vous citer un exemple bien précis. Donc j'ai un enseignant que j'ai interrogé dans le cadre de mes recherches concernant la condition de travail des enseignants en France, et il m'a raconté que lors de son cours d'histoire, il avait parlé des hommes préhistoriques, et que une élève s'en est offusquée parce qu'elle a estimé que parler d'hommes préhistoriques, c'était du sexisme. Et apparemment, donc l'affaire est allée très loin, puisque les parents ont porté plainte auprès de la direction, et il n'a pas reçu le soutien nécessaire de la direction, qui lui a fait comprendre que c'était à lui de gérer son problème. Ça me paraît un peu excentrique, disons-le, d'accuser un enseignant de parler d'homme préhistorique, de l'accuser de sexisme, mais ce cas s'est réellement produit. Aujourd'hui, les enseignants sont accusés de tout et n'importe quoi par les parents, par les élèves, et ils n'ont pas le soutien nécessaire. Alors, qu'adviendra-t-il des enseignants si, en plus de ça, ils doivent faire office d'enseignants et de gendarmes à la fois, donc s'assurer à ce que les élèves vêtis d'une abaya, d'un camis ne rentrent pas en salle de classe. Et aujourd'hui, c'est les enseignants qui seront en première ligne, c'est eux qui seront d'ailleurs les premiers concernés, voire les premières victimes si conflit il y a entre les parents, entre les élèves et les enseignants. Mais le débat sur l'abaya montre un phénomène plus large, finalement, un phénomène où l'on voit clairement que plus que les dirigeants, la classe politique en elle-même cherche à réformer la France à partir de mesurettes, alors que c'est tout le système qui est à repenser. Aujourd'hui, la société française doit être repensée, on doit repenser le contrat social, on doit repenser les rapports entre les administrés et le gouvernant, on doit repenser même la notion de citoyen, parce qu'on voit clairement que cette façon de diriger le pays, cette façon étatistique de centraliser, de tout diriger, de prendre des décisions, de mettre en place des interdictions, ça ne résout pas les problèmes. Aujourd'hui, il est nécessaire d'associer le citoyen à la décision. Alors peut-être aurait-il fallu associer les citoyens à cette décision d'interdire la BA avant de risquer de déclencher une nouvelle guerre idéologique. Peut-être faudrait-il fallu associer les citoyens à d'autres décisions qui ont été prises en place par le passé, la réforme des retraites par exemple, ou d'autres réformes qui ont été initiées et qui ont créé de graves crises sociales. Donc aujourd'hui, les institutions sont à repenser, mais elles sont à repenser dans le sens de l'association des citoyens au processus de décision, de la prise de décision, parce que le citoyen, c'est ce qu'il recherche à ce système que l'on pourrait qualifier de monarchique ou même de monarchiste, ne répond plus aux attentes des citoyens qui veulent être consultés, qui veulent faire partie de la décision. Et ça n'a pas l'air d'avoir été entendu par la classe politique française, et c'est dommage puisque c'est un discours qui revient de façon récurrente. Ensuite, il faut bien voir que nous avons un véritable souci en France d'exclusion d'un certain nombre de gens, voire également de jeunes. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes, notamment des jeunes de banlieue, qui aujourd'hui ne se sentent pas citoyens français, donc qui sombrent dans le communautarisme, c'est un fait. Mais ce sont aussi des gens qui sont à la recherche d'une identité,
Et pourquoi sont-ils à la recherche d'une identité? Puisqu'ils ne se sentent pas citoyens français, au sens du terme, même s'ils sont nés en France, mais ils ne sont pas non plus citoyens ou appartenant à la communauté de leurs ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des citoyens français, ils sont nés en France. C'est leurs ancêtres qui étaient immigrés il y a quelques générations. Donc eux ne sont pas français au sens littéral du terme, ils ne se sentent pas comme ça. Peut-être leur fait-on sentir qu'ils ne sont pas complètement français. D'un autre côté, ils ne sont pas non plus citoyens dans les pays d'origine de leurs ancêtres. Donc, finalement, ils n'ont pas d'appartenance et ils se cherchent une identité. Malheureusement, ce souci est repris par les extrêmes, est repris par les islamistes, est repris par les propagateurs d'idéologie radicale qui essayent justement de parer à ce manque d'identité en créant une identité qui est fausse. Parce que quand on regarde ces jeunes, pour la plupart d'entre eux, bon, ils ne connaissent rien à l'islam, ils ne connaissent rien à cette culture, mais ils s'y intéressent et ils sont repris par ces recruteurs qui se servent d'eux à leur fin personnelle. Donc, il faut bien voir ce besoin aujourd'hui d'une partie des jeunes de trouver une identité, de trouver des marqueurs culturels, de trouver des réponses à leurs questions concernant justement un manque d'identité, un manque d'appartenance. Maintenant, il faudrait aussi analyser le regain en religion en France, dans le monde occidental. Ça, c'est un phénomène que l'on voit depuis au moins une dizaine d'années. On voit un besoin grandissant de spiritualité. Des gens qui recherchent, qui recherchent un côté spirituel, qui recherchent à adhérer à une religion. Et ça ne concerne pas que l'islam, ça concerne également toutes les religions chrétiennes. Donc peut-être que l'État laïque tel qu'on l'interprète aujourd'hui ne correspond plus aux attentes de la société. Peut-être justement faudrait-il y repenser, peut-être faudrait-il l'adapter aux attentes de la société. C'est une suggestion, je n'ai pas de proposition précise, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on a un regain de la religion. La religion regagne du terrain. Beaucoup de gens, de jeunes notamment, recherchent à faire partie d'une religion, recherchent à faire partie d'un groupe religieux, et ça concerne les grandes religions monothéistes en général. Donc c'est un phénomène, un regain de religion qui convient de prendre en compte. Si c'est un besoin social, peut-être est-ce comme disait Napoléon Bonaparte, les gens n'ont peut-être pas besoin de Dieu, mais ils ont besoin de la religion. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, où on vit dans un monde de l'incertitude, où on vit dans un monde qui est compliqué, il y a peut-être effectivement besoin d'un regain de religion. Et dans ce cas-là, peut-être que si c'est un fait, faut-il le prendre en compte dans le fonctionnement de l'État et de l'espace public également. Et c'est un phénomène qui n'a pas l'air d'être pris en compte aujourd'hui. L'impression qu'on a, c'est que la France n'a pas pris le tournant du XXIe siècle. En fait, on se base sur des dogmes qui datent du passé. La laïcité de l'école, donc c'est le début du XXe siècle. Bon, elle a certes quelque peu été mise à jour, mais on peut se demander si le système français n'a pas besoin d'une mise à jour d'une manière générale. La réponse paraît évidente, mais le problème, c'est que la classe politique et les élites politiques ne cherchent pas à réformer le système, ils cherchent à trouver des façons de réformer certains éléments du système tout en gardant le système tel quel. Mais l'impression qu'on a, c'est que le système tel quel, un système monarchiste, un système étatique, un système centraliste, ne correspond plus du tout aux besoins de la société française, ne correspond plus du tout au monde d'aujourd'hui. Donc c'est tout le système qui est à repenser, et ça me paraît assez urgent, parce que si ce ne sont pas les élites qui repensent le système, si le changement n'est pas impulsé par les élites, le problème qui va arriver assez rapidement, c'est que de par des émeutes, des manifestations, des troubles sociaux, ces changements se feront par le bas. Et les révolutions n'ont jamais rien apporté de bon. Donc je pense qu'il est grand temps de prendre la vraie mesure du besoin du changement et d'éviter des petites mesures, mettre en place des réels changements. Alors on nous parle de référendums, de préférendums, donc des référendums avec plusieurs questions, voire des consultations sociales, mais tout ça, ça a déjà eu lieu. Aujourd'hui, la France a réellement besoin d'être repensée. Aujourd'hui, la communauté française en tant que telle, la nation française, on a l'impression qu'elle se désagrège, elle a besoin d'être recollée, elle a besoin d'être repensée.
On a besoin de repenser nos politiques d'intégration. Peut-être faut-il quitter le système français de l'assimilation et partir sur un système plus anglo-saxon de l'intégration. C'est une suggestion. Mais en tout cas, on voit clairement que le système de l'assimilation fonctionne très peu. Donc peut-être faudrait-il le repenser. Peut-être que la définition de la République est unie et indivisible est une notion qui ne correspond plus aux attentes d'aujourd'hui. C'est une piste à étudier, mais il paraît très urgent que toutes ces pistes soient étudiées, sinon on va se retrouver dans une situation où les changements se feront de façon brutale, ils se feront d'en bas, et c'est toujours plus simple d'avoir un changement stable et un changement efficace sans perte collatérale quand il est impulsé d'en haut et quand il est dirigé d'en haut. Ça évite toutes sortes de conséquences indésirables et j'incite personnellement les élites politiques, les dirigeants et opposition à prendre la réelle mesure des soucis de la crise à laquelle on fait face en France aujourd'hui. Et aujourd'hui, en France, tout est à repenser. Même la représentation en tant que telle. Nous avons une Assemblée nationale qui ne fait pas office d'un vrai Parlement dans un régime parlementaire. Un gouvernement qui n'a pas la majorité ne gouverne pas. Un gouvernement qui ne peut pas faire passer une loi en trouvant la majorité au Parlement ne peut pas gouverner. Alors qu'en France, on a le 49.3. Alors, c'est certes légal, mais est-ce démocratique? Alors, peut-être ça avait été considéré comme étant démocratique il y a quelques années, mais aujourd'hui, apparemment, ça ne suscite plus l'adhésion. Donc aujourd'hui, il faut repenser le système politique. Peut-être faut-il aussi repenser le mode de scrutin. Peut-être que le scrutin uninominal ne correspond plus aux attentes des Français. Et c'est possible si l'on prend en compte le taux de participation aux élections parlementaires. Peut-être faut-il aller vers un système plus parlementaire. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'en France, il y a une grande attente. En tant que journaliste, je peux en parler. Il y a une grande attente à ce que on quitte cette méthode de l'étatisme, du centralisme, et que le citoyen soit d'une part consulté, mais aussi associé à la décision. Mais quand je dis consulter, c'est qu'on prend en compte ce que le citoyen dit, parce que l'impression qu'on a, c'est un peu ce qui est ressorti du grand débat qui a été lancé en 2019 en France après la crise des Gilets jaunes, c'est qu'il y a eu beaucoup de consultations, les citoyens ont effectivement été associés à cette consultation, mais l'avis des citoyens n'a que très peu été repris dans les décisions qui ont été prises par la suite. Alors qu'aujourd'hui, il y a un véritable besoin au niveau du citoyen de faire partie de la décision. Alors, le système référendaire est une piste, mais maintenant, il faut aussi que les questions du référendum soient pas des questions de façade, mais des questions réelles qui intéressent les gens, qui intéressent la société, des questions qui ont effectivement un réel poids, un réel impact sur le fonctionnement de la société au quotidien. Donc tous ces éléments aujourd'hui sont à prendre en compte. Il faut absolument ressouder la société, mais pour la ressouder, il faut la repenser. Il faut repenser la communauté. Effectivement, en France, on a un souci de communautarisme. Justement, pour combattre le communautarisme, il faut ressouder la communauté nationale. On a effectivement un souci aujourd'hui en France, une crise sociale, mais il faut, au lieu de prendre des décisions comme ça de manière centralisée, il vaudrait peut-être mieux associer les partenaires sociaux, mais les citoyens également aux décisions, puisque les partenaires sociaux aussi sont souvent en perte de crédit en France. Pourquoi? Puisque on estime que ces partenaires sociaux, tels que les syndicats, ont un peu fait leur temps, que ce sont toujours les mêmes qui finalement défendent leurs intérêts. Et peut-être qu'il faut renouveler les syndicats, peut-être qu'il faut renouveler les corps intermédiaires. Mais ce ne sont pas des petites mesures, des petites mesurettes qui changeront les choses. Elles pourront même participer à ce que les choses s'empirent. Je pense qu'aujourd'hui, il faut constater que la société a beaucoup évolué. Il faut constater qu'en France, nous avons un souci de caste. C'est-à-dire que la société française se compose de castes et beaucoup de gens ont le ressenti qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ne peuvent même pas prétendre à pouvoir quitter leur caste. Vous naissez fils d'immigrés, vous vivez fils d'immigrés, vous mourrez fils d'immigrés. C'est un sentiment qui fait que beaucoup de gens se sentent exclus et eux-mêmes s'excluent. Donc effectivement, les torts sont partagés, mais il faut bien voir qu'il y a un sentiment d'exclusion, de non-appartenance qui est partagé par beaucoup de jeunes aujourd'hui, notamment de ces jeunes qui sont issus de l'immigration. Il y a une forte recherche d'identité, il y a un fort besoin de trouver une identité, il y a un fort besoin de marqueurs identitaires. Donc malheureusement, ce besoin est exploité
de manière criminelle par les radicaux, hein, par les radicaux islamistes, et pas que. Mais c'est un fait aujourd'hui, il y a un besoin de véritables marqueurs identitaires, culturels. Ces jeunes sont à la recherche de ces marqueurs, et pour certains, l'ABA et c'est ce genre de marqueur. Mais pour d'autres aussi, l'ABA, le Camille est juste un élément de subculture. Pour d'autres, ce sera juste un élément de provocation. Donc la question est de savoir si le fait d'avoir interdit l'ABA et le Camille au nom de l'État laïque, qui paraît être une noble cause, est une bonne chose ou une chose moins bonne, puisque s'il s'agit de défendre l'État laïque, si on a fait au nom de l'État laïque, eh bien l'État laïque il est mis en danger, pas que par la BA à l'école. On voit clairement les problèmes de communautarisme, on voit des problèmes de toutes sortes qui montrent clairement que l'État laïque est remis en cause à l'école française à pas mal de niveaux, et pas que par la BA. Donc c'est pas la BA, son interdiction qui va changer quoi que ce soit. Ensuite, il faut se demander si cette décision ne va pas faire que les enseignants qui sont déjà dans une situation pour le moins compliquée se retrouveront dans une situation encore plus compliquée. Donc, si le gouvernement a pris la décision d'interdire la BA Al-Khami, on peut espérer qu'il y a un réel accompagnement euh, qui sera fait vis-à-vis des enseignants qui se retrouveront souvent entre le marteau et l'enclume, entre les parents et des groupes communautaristes qui ne seront pas contents de ces décisions, et donc les réglementations ministérielles et rectorales. Donc il faut bien voir que les enseignants ont besoin d'être soutenus. Maintenant, il faut aussi bien voir que les parents se déresponsabilisent. Et aujourd'hui, peut-être faudrait-il que les parents soient responsabilisés. Peut-être faudrait-il qu'en France, tous ceux qui se déresponsabilisent soient responsabilisés. Quand on entend dire que après les émeutes, une piste qui avait été étudiée, ça avait été de couper le social aux parents des émeutiers. Aujourd'hui, on entend que cette piste a été abandonnée. On peut poser la question de pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné cette piste? Peut-être que ce serait justement une façon de responsabiliser les gens, que de leur faire payer les dégâts qui ont été faits par leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que de plus en plus de parents ne prennent pas la mesure des agissements de leurs enfants. Et ils estiment que quoi qu'il arrive, c'est la faute de l'école, c'est la faute de l'État, mais pas leur faute à eux. Alors que, à la base, ce sont leurs enfants. C'est eux qui sont les premiers responsables de leur éducation. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait aussi aller vers une responsabilisation des parents. Et peut-être que c'est pas, peut-être que la méthode ne prend pas suffisamment en compte aujourd'hui en France la responsabilisation des parents. Enfin, si l'on veut défendre l'État laïque à l'école, bien, du coup, il faut aller plus loin. Il faut combattre le communautarisme. Il faut combattre tous les problèmes de violence. Euh, ça passe surtout par là. Et c'est pas un vêtement ou un autre qui va changer les graves soucis que traverse aujourd'hui l'école française. Donc il ne faut pas s'enfermer dans ces... On a l'impression que les dirigeants s'enferment un peu dans des mesures qui ont effectivement un poids médiatique et qui mènent à des débats, parce qu'aujourd'hui on voit clairement que le débat de la BA, le débat du Camille est un débat qui a largement traversé les frontières françaises. Mais c'est pas ce débat-là qui va changer en amont l'école française. L'école en amont française elle a besoin d'être réformée en amont. Elle a besoin d'une réforme bien précise. Et là, effectivement, sur la réforme, il faut être intraitable. Mais il faut bien se rendre compte que quand le président de la République dit qu'il sera intraitable sur l'application de sa réglementation concernant l'interdiction de la BA, c'est pas lui qui sera intraitable, c'est aux enseignants qu'on va demander d'être intraitable. Et le fait d'être intraitable pour les enseignants, ça aura un coût. Donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que ce coût, il peut être très lourd à porter, il peut être très lourd de sens. Et je pense, pour parler plus clairement, que ce qui compte surtout, c'est d'éviter qu'une fois de plus un drame se reproduise. Il faut absolument éviter qu'on en arrive à une extrême telle que ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Ce crime horrible qui aurait peut-être été évité si l'enseignant avait été soutenu, si on avait entendu ses appels à l'aide. Apparemment, on les a pas entendus. Donc aujourd'hui, il faut absolument éviter que ce genre de situation horrible, criminelle, ne se reproduise, parce que aujourd'hui, c'est une menace réelle. On est effectivement donc, au seuil de l'année scolaire. Peut-être que cette année scolaire se passera sous le signe
d'une guerre idéologique, d'un conflit idéologique concernant justement l'ABA, la tenue vestimentaire. Et il faudra bien aussi prendre en compte qu'un certain nombre de jeunes arriveront à contourner cette réglementation. C'est le droit de la jeunesse de chercher à défier l'autorité. Tous les jeunes ont fait ça, on a tous été jeunes, qu'on soit français, allemand, polonais, tous les jeunes font ça. Mais ça ajoutera un véritable souci aux établissements scolaires. Est-ce que les établissements scolaires sont prêts à gérer tout ça? Est-ce que les enseignants sont prêts à gérer tout ça? Le gouvernement parle de soutien vis-à-vis des enseignants, mais est-ce qu'il a les personnels formés pour ça? La question se pose et il faudrait surtout pas que les enseignants deviennent les victimes de cette décision qui au final ne changera pas grand-chose à l'école. Alors aujourd'hui, certes, la France a besoin de défendre ses valeurs, la France a besoin de défendre son droit, elle a besoin que le droit domine, que prédomine sur le non-droit, parce qu'on a effectivement en France des zones de non-droit. Mais il faut s'attaquer aux véritables sources du problème. Et des annonces qui sont plus politiques, qui ont l'air d'avoir été conçues comme des décisions politiques, ne vont pas arranger les choses. Donc il faut bien voir et il faut bien s'assurer que des décisions politiques qui sont inévitables, puisque les politiciens font de la politique, mais il faut bien s'assurer que ces décisions politiques ne viennent pas déclencher des effets indésirables et surtout ne viennent pas mettre en danger des gens qui seraient pris en otage par des décisions telles que justement l'interdiction de l'ABA et du CAMI. Maintenant, il faut aussi que les élites politiques françaises, dirigeants et opposition confondus, se rendent bien compte de l'étendue de la crise et qu'ils comprennent bien que le système a besoin d'être réformé en amont et que ce n'est pas des petites mesures, des petites annonces, des petites consultations qui changeront les choses. Et soit le système sera réformé en amont, soit ces réformes se feront par le bas. Et si elles se font par le bas, ce sera sûrement pas une bonne chose, parce que les émeutes, la violence n'a jamais rien résolu. Et en plus, si l'on arrive en France à des situations de crise sociale, ce genre de crise sociale, ce sera évidemment repris au profit des adversaires de la France. Et la France n'a pas que des amis. On peut citer la Russie, on peut citer la Chine. On peut également se demander quel était le niveau d'ingérence de la Russie, par exemple, dans les émeutes qui ont eu lieu en France fin juin, début juillet de cette année. On peut se demander quelle pourrait être l'ingérence des éléments externes tels que la Russie ou la Chine s'il devait y avoir des crises en France à l'avenir. Donc, ce qui compte surtout, c'est d'éviter ce genre de situation, et on peut les éviter que en faisant des réformes réelles et pas que politiques. Et l'impression que ça donne, c'est que l'interdiction de l'ABA et du CAMI, c'est une décision politique qui n'aura finalement aucune incidence sur l'état de l'école française. Une école française qui demande à être réformée, à être repensée. Ça paraît assez certain. Voilà ce que je pouvais en dire à cette heure. J'hésiterai pas à revenir vers vous si je souhaite faire d'autres commentaires à ce sujet et si la situation devait évoluer. Je vous remercie pour votre attention. Tous ceux qui estiment que ce film vaut quelque chose, je les invite à bien vouloir le liker. Ainsi que tous ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je les invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, ainsi que d'informer vos contacts sur l'existence de ma chaîne. Dans un avenir très proche, je ferai d'autres vidéos concernant donc les événements en France, en Pologne, les événements en Europe. Donc les vidéos seront en français, en polonais, donc des vidéos concernant tout ce qui se passe, tout ce qui nous concerne de manière générale, ce qui a un réel impact sur notre vie au quotidien. Je vous remercie pour toutes vos questions que vous m'avez adressées, tous vos commentaires surtout, c'est ceux qui sont les plus nombreux. Je rappelle que vous pouvez me poser vos questions sur les réseaux sociaux où je suis présent, également en les soumettant en tant que commentaires sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à faire vos commentaires, n'hésitez pas également à critiquer mes vidéos, la critique est très souvent utile. Pour l'heure, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez consacré à cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.